Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo ou deuxième partie vidéo parce que je les ai nommés vidéo 01, je vais nommer les quatuors de présentation de manga par vidéo, donc on est en vidéo 01B, H le bâtisseur de civilisation, j'espère que vous allez bien, que la première vidéo consacrée à Hat et Lee vous a plu, donc voilà, ils sont là, et juste là dans le petit encart de photo. Peut-être, petite chose, peut-être que vous avez remarqué qu'effectivement mes étagères sont bien moins remplies que ce qu'elles étaient auparavant. Tout simplement parce que j'ai, vous pouvez voir là, des cartons. Il y a des cartons partout dans mon appartement actuellement. Il se trouve que j'avais prévu de déménager là, à la fin de l'hiver. Cela ne s'est pas fait. Du coup, ça a été l'occasion pour moi de retrier, de re-ranger tous mes cartons. Avant, j'avais des piles de mangas absolument partout, qui étaient prêtes à s'effondrer tellement elles étaient hautes. Dans tout mon appartement, c'était le bordel. Aujourd'hui, presque, ouais, 95% de mes mangas sont en carton. Ça prend beaucoup moins de place. Ça, c'est cool. Ça me permet de les retrier convenablement. Et ça, c'est cool parce que je vous cache pas que j'avais des mangas qui étaient égarés dans toutes ces piles de mangas. Donc voilà. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vrai que du coup ça fait un rangement qui est un peu moins esthétique parce que ça prend beaucoup moins de place quand les mangas sont empilés comme ça dans ces formats d'étagères. Donc effectivement on voit que que du blanc et pas du tout et pas les belles tranches. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Vous me direz c'est mon problème chez moi. Vous, à la limite, vous vous en foutez. Allons-y, lançons-nous dans notre deuxième manga, le Shonen H, le bâtisseur de civilisation. 5 tomes, toujours en cours de production, dont le premier est sorti en 2021 au Japon. Disponible en France depuis 2022 aux éditions Komiku. Il s'agit de la première œuvre du dessinateur Yoruno Kuroki, qui adapte ici une histoire issue d'un light novel. H le bâtisseur de civilisation est un shonen dont les axes de narration sont l'amitié et l'entraide, l'apprentissage, l'amitié et l'entraide, l'apprentissage et le travail afin d'améliorer nos conditions de vie, afin d'avoir accès à de nouvelles connaissances, afin de continuer à améliorer nos conditions de vie. Tout cela dans un environnement de vie dramatique et contraignant, parce qu'on démarre avec un niveau de vie très bas, tellement bas que les habitants du village sont régulièrement endeuillés dès que quelqu'un attrape le moindre rhume ou s'est tordu la cheville en forêt. Parce que H, le bâtisseur de civilisation, se déroule dans une époque ou un environnement médiéval ou à peu près médiéval. En cela que les quatre premiers tomes, ne se déroulent que dans un petit village de paysans, avec un niveau technologique proche de zéro. Les seuls objets en fer sont les objets qui ne peuvent pas exister avec des matières plus accessibles, donc en gros la hache de bûcheron. Tous les outils sont en bois et les objets sont en terre cuite. Mis à part la femme du maire et sa fille, qui sont issus d'une famille un peu riche d'une ville voisine, tout le monde porte des vêtements en lin abîmés. Et le cuir et les fourrures proviennent des quelques bêtes chassées par l'unique chasseur du village. Ce village semble quasiment vivre en autarcie. Et de fait, il est possible que l'entièreté du territoire soit composée de villages et de bourgades similaires. Mais il est aussi très possible qu'il y ait des villes beaucoup plus développées et qu'on nous présente par la suite un univers assez complexe, avec de grandes variations de niveau de vie et de niveau technologique d'une ville à l'autre. Pour l'instant, notre récit s'introduit dans ce petit village qui n'a pas de nom, avec un personnage principal qui est un petit garçon de tout juste 8 ans. H, c'est son prénom, a un secret qui lui permet d'avoir particulièrement confiance en lui et dans sa capacité à changer les choses pour le mieux. H, le bâtisseur de civilisation, est présenté et marketé comme un isekai, mais en vérité, il appartient à cette catégorie très spécifique où le personnage principal s'est réincarné. Mais il n'est jamais expliqué ou montré que sa vie précédente se soit déroulée dans un autre univers, dans un autre monde, ou que celui où se déroule en fait notre récit. Il s'agit là d'une manière un peu feignante pour dire ce personnage principal sait qu'il vit et que son village vit dans de très mauvaises conditions et il sait que c'est par l'éducation et l'accumulation de connaissances qu'il va pouvoir améliorer les choses. Parce que si H est conscient qu'il a déjà vécu une vie avant celle de notre histoire, il n'en sait pas beaucoup plus. Il sait qu'il vivait dans un environnement beaucoup plus confortable que l'actuel et que la connaissance était dans les livres. Il a des notions de mathématiques, de physique-chimie et d'analyse logique.
que le récit va lui permettre d'exploiter un peu facilement pour lui permettre de trouver des solutions à ses problèmes, notamment en chimie. Dans d'autres isekai similaires, il est clairement dit « Le personnage, dans sa vie précédente, il était un expert dans tel domaine. C'était son métier. » Et il va utiliser ses connaissances très spécifiques pour avancer dans son aventure. Mais pas dans ce récit. On parle très peu des souvenirs passés de H. On ne sait pas s'il a de plus en plus de souvenirs qui lui reviennent, ou si au contraire il les oublie de plus en plus pour effacer son ancienne personnalité avec celle du petit enfant qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas un problème, c'est juste que le côté isekai, je me souviens de ma vie passée, a surtout l'air d'être une excuse pour justifier sa personnalité curieuse de tout apprendre et ses convictions inébranlables. Ainsi que pour profiter du marché économique particulièrement lucratif du thème des isekai depuis 2012. Alors, le concept des isekai, du voyageur dans d'autres mondes, est presque aussi vieux que les premiers récits fictifs des hommes. Petite question. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, publié en 1864, est-ce que c'est un isekai selon vous? Le film Retour vers le futur de 1985, est-ce que c'est un isekai? Le film Les Visiteurs de 1993, est-ce que c'est un isekai? Lorsque les maisons d'édition Marvel et DC Comics font un projet commun pour faire se rencontrer certains de leurs héros, est-ce que c'est un isekai? Ce qu'on appelle la mode des isekai en pointant du doigt la date de 2012, en réalité on pointe du doigt l'anime Sword Art Online, adapté du light novel du même nom sorti depuis 2009. Si en France les réactions ont été très mitigées à la sortie de l'anime, il faut savoir qu'il fait partie de la liste très restreinte de ces animés qui sont quasiment directement adaptés à l'étranger sans délai après leur première diffusion au Japon. Oui, on vient de partir dans une petite parenthèse, on est sorti de H le bâtisseur de civilisation, on va y revenir, on parle des isekai un petit peu. C'est la première fois, comme ça on en parlera moins de ce concept, on en parlera plus tard, mais il faut en parler maintenant. Donc, Sword Art Online, l'anime sort en juillet 2012 au Japon et il est licencié en France en fin de décembre 2012. À l'époque, donc juillet 2012, décembre 2012, à l'époque c'est un délai très court pour acheter la licence d'une série. Au Japon, un manga avait déjà commencé à adapter le light novel en 2010, mais c'est vraiment l'anime qui va faire cartonner la licence. En France, comme d'habitude, il y a les trois mêmes réactions dès qu'il y a un anime qui fonctionne un peu. 1. Cet anime est trop cool, l'histoire est super novatrice, c'est l'anime de l'année. 2. Cet anime est nul à chier, il ne mérite pas son succès, c'est encore un personnage sans envergure qui va être gentil avec plein de jeunes filles et il va se faire un harem, c'est encore un anime marketé pour faire plaisir aux gros otaku boutonneux. 3. Cet anime est sympa, les médias manga anime francophones ont fait leur première page dessus parce qu'il a cartonné au Japon, du coup tout le monde en parle et il occupe tout l'espace des conversations sur les forums, il y a d'autres animes bien plus intéressants et d'autres qui posent vraiment problème dont on peut parler cette année. Bon, moi je faisais un peu partie de la troisième équipe, tout simplement parce que je m'enjaillais pas pour tout ça, et puis je fuyais les engueulades à la con sur les forums. Aujourd'hui, les gens s'engueulent sur Facebook ou sur Twitter, mais il y a moins de forums très actifs comme c'était le cas entre la grande période des forums, c'était quoi 2004-2005 jusqu'à 2012-2013, peut-être après ça a fini par vraiment se faire effacer par les autres réseaux sociaux. Bon, il y avait déjà beaucoup d'animés qui sortaient à cette époque, chaque année, durant la décennie 2005-2015, qui est la période où j'ai beaucoup suivi les animés qui sortaient tous les ans. Il a été, moi je trouve, produit une quantité hallucinante d'animés au Japon, et je me rends pas trop compte du coup de ce qui est sorti entre 2015 et 2025, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même encore très florissant. Enfin, on a encore des centaines d'animés qui sont produits chaque année, ce qui est monstrueux comme chiffre. Hein. Quand on voit le coût de production et le travail que demande la production d'un animé, il n'y a pas des milliers de maisons de production au Japon, c'est pas possible. Donc c'est trop de travail, c'est trop d'argent. Il y a quand même des centaines d'animés, au moins une centaine, peut-être même des centaines d'animés nouveaux tous les ans. Alors nouveaux avec des guillemets, hein. Ça surfe pas mal sur des redites de ce qui a fonctionné les années précédentes. Mais c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. On va dire que ça paye des salaires. Après c'est des animés qu'on oubliera très vite. Bon, au contraire d'autres animés qui ont fait beaucoup de bruit au début des années 2010, mon opinion est que la première saison de Sword Art Online n'a pas mal vieilli, et ça se regarde encore en 2024, mine de rien. Parce que c'est triste, c'est un peu triste à dire, mais l'amélioration des outils numériques et tout ça, de production de dessin et tout ça, moi je trouve pas qu'on ait une nette, dans la forme, hein, dans la masse,
fondamentalement une nette amélioration des œuvres graphiques des animés. Je veux dire, il y a énormément d'animés qui étaient très bons, enfin qui étaient ou corrects, comme Sword Art Online, c'est correct, c'est pas très bon, c'était correct, qui en fait passent encore très bien par rapport aux autres animés qui sont produits 10 ans plus tard, ou même plus. Hein, donc, vous pouvez encore regarder la saison 1 de Sword Art Online. Aujourd'hui, on traite encore de la même manière, 12 ans plus tard, les héros des histoires principales. Il suffit qu'ils soient gentils pour avoir plein de meufs qui tombent amoureuses de lui. Donc, voilà, ça passe encore. J'avoue, je vais être honnête avec vous, j'ai une petite faiblesse pour les isekai, peut-être même une grande faiblesse pour les isekai, j'aime bien ça. Quand j'ai pris le premier tome de H, le bâtisseur de civilisation, je me suis dit, sur le papier, ce manga a tout pour me plaire. Un récit basé sur l'acquisition de connaissances réelles, physique, chimie, les plantes, la forêt, etc. J'aime bien les histoires qui m'apprennent des trucs sans trop en avoir l'air. Le titre me laisse présager quelque chose de grandiose, on va bâtir une civilisation, un nouveau mode de vie en société, ou de société comme vous voulez. Ça résonne beaucoup en moi, j'ai passé des milliers d'heures à poser des murs, des pierres et des pavés dans différents jeux de vidéos de construction. J'ai détourné tous les jeux de survie que j'ai trouvés pour en faire des jeux de construction et réorganiser la vie des PNJ du jeu pour les qui viennent d'eux-mêmes dans tout ce que je faisais. Bon, c'est un isekai, ok, c'est cool. On va pouvoir prendre des libertés par rapport à la Terre et à l'histoire de l'humanité. Moi, c'est ce que j'apprécie dans le concept des isekai. C'est la distance. On peut vraiment dire, en fait, on fait la Terre, mais en fait, c'est pas vraiment la Terre. Et du coup, on peut prendre des libertés que j'accepte. Parce que, parenthèse sur ma parenthèse sur les isekai. Je vais être bref. J'aurai l'occasion d'aborder ce sujet en détail quand on verra certains mangas plus tard. Je déteste. Mais je veux dire que je déteste. Je déteste viscéralement lorsqu'un récit va chercher des personnages historiques ou issus de récits fictifs étrangers au récit en cours pour les introduire dans son histoire. Alors je sais bien que les Japonais adorent leurs héros historiques et qu'ils n'ont aucun scrupule à transformer Oda Nobunaga en ballerine. Il n'y a pas de problème, c'est votre culture, vous en faites ce que vous voulez. Mais par pitié, foutez la paix aux personnages des autres pays. La France, c'est pas que Jeanne d'Arc, Napoléon et Marie-Antoinette. L'Allemagne, ce n'est pas que l'esthétisme des fringues de Hugo Boss designées pour les nazis. S'il vous plaît. Les pauvres, quoi, les pauvres. Il existe d'autres personnages intelligents que Sherlock Holmes et Moriarty. À chaque fois qu'un récit introduit ces personnages, un avatar de ces personnages ou un de leurs descendants, ça me sort de l'histoire. Et j'ai vraiment... Faut que je me fasse violence pour pas balancer le bouquin par terre, quoi. Ceci étant dit, je me montre un peu plus indulgent sur ce sujet précis quand c'est fait dans le thème des isekai. Parce que c'est tout le principe de ce format de récit. Bon, retournons sur H, le bâtisseur de civilisation, on respire, je me suis pas énervé, tout va bien. Bon. Entre parenthèses, je sais que vous avez immédiatement pensé à quelques mangas qui ont cru trop stylés de nous balancer du Sherlock Holmes et du Moriarty dans un récit qui n'en avait pas besoin à la base. Hein? Il était tellement... Bon, ça c'est... On en parlera. Ça a démarré tellement bien. Les 2 dernières pages, elles sont tellement honteuses. Voilà. Pardon, je me reconcentre sur notre manga du jour. H, le bâtisseur de civilisation, utilise aussi un élément scénaristique que l'on retrouve dans beaucoup de mangas fantastiques et spécifiquement les isekai. C'est le concept de la civilisation perdue. À l'époque où se déroule notre récit, les habitants qui ont un peu de connaissances historiques sont parfaitement conscients qu'il existait dans le passé une civilisation beaucoup plus avancée que l'actuelle, et notamment d'un point de vue technologie. Mais cette civilisation a disparu et nous voilà dans une aventure pseudo-médiévale, avec peut-être un peu d'éléments fantastiques, voire même complètement heroic fantasy. Quelles sont les conditions de disparition de la civilisation précédente? Cela fait très rarement partie du récit. Est-ce que ce sont les événements déclenchés durant la chute de la dite civilisation qui ont provoqué l'arrivée du fantastique dans ce monde, avec de la magie, des créatures spéciales, des bêtes qui sont clairement identifiées comme étant des monstres, donc des créatures étrangères au règne animal? Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans certains bouquins, où il y a la nature, la faune, la flore, et des créatures qui sont immédiatement désignées comme étant des monstres. C'est bizarre.
Pourquoi c'est des monstres? Qu'est-ce qui fait que c'est pas un animal? Ou est-ce que c'est un animal et un monstre? Bon, on sait bien que c'est, d'un point de vue conception de récit, c'est pour faciliter la compréhension du lecteur. Mais quand même, du point de vue fonctionnement de l'univers tel quel dans l'histoire, de l'univers on n'a pas de raison de définir une créature du règne animal comme étant un monstre par rapport à un mouton qui, lui, du coup, n'est pas un monstre. Bref. Parce que sinon, en fait, c'est quoi? C'est juste que c'est un prédateur. Bon, pardon. Il est très rare, pour ne pas dire jamais, qu'un isekai fasse de toutes ces questions qu'une légère définition de l'univers, une option scénaristique qui va permettre de donner d'une manière ou d'une autre une espèce de boost artificiel de puissance au personnage principal. Exemple. Le personnage principal se balade en forêt. Il tombe dans un trou, dégringole dans le fin fond d'une grotte et atterrit par le plus grand des hasards dans un drôle de temple, qui est en fait un vaisseau de l'ancienne civilisation. Et l'intelligence artificielle est toujours active, et elle attendait un nouveau maître. Elle peut même s'éloigner indéfiniment de son vaisseau d'origine, sous la forme d'un drone volant en forme de boule que seul le personnage principal peut voir et entendre grâce à sa technologie du futur du passé, mais futuriste. Mais développée dans un passé lointain, mais du futur de ouf, car même sur Terre, ici on sait pas le faire. Bon, en plus cette IA, elle a une personnalité un peu espiègle, pour pouvoir se moquer gentiment de notre personnage principal, tout en lui donnant immédiatement toutes les solutions à tous les problèmes requérant de la connaissance, de la compréhension, l'élaboration d'un plan, créer en 2 temps 3 mouvements un objet improvisé pour sortir d'un piège, etc., etc. Si vous avez déjà lu des isekai avec ça, vous voyez exactement, voilà, on en a eu plusieurs depuis les 10 dernières années, vous voyez de quoi je parle. Bon, il n'y a rien de tout ça dans H, le bâtisseur de civilisation. On est très terre à terre, on aura l'occasion d'en parler plus dans d'autres isekai. Ici, dans notre récit, la civilisation perdue, c'est toujours des bouquins qu'on a du mal à déchiffrer suivant s'ils sont plus ou moins vieux. C'est tout. H, le bâtisseur de civilisation, est un récit qui prend son temps. En 5 livres, le personnage principal est passé de l'âge de 8 ans à 10-11 ans environ. Alors, c'est bien, parce que l'auteur prend le temps de nous raconter les différentes aventures nécessaires à l'enfance et qui permettent de commencer à se forger une personnalité. Mais cela veut aussi dire que si aujourd'hui je vous présente H, le bâtisseur de civilisation, en tant que série courte et récente, si le récit continue à ce rythme, il va falloir encore attendre une dizaine de livres avant de pouvoir commencer à la bâtir, notre fameuse civilisation. Pour être plus spécifique sur cette histoire, les personnages sont très intéressants et cohérents. Personne n'est fondamentalement méchant, beaucoup sont juste en souffrance due aux conditions de vie extrêmement rudes. Donc on s'attache assez facilement à eux, et on pardonne aussi assez facilement à ceux qui sont introduits comme étant des cons. Peut-être parce que les personnages principaux sont des enfants, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé qu'ils avaient beaucoup de personnalité. Vous me direz, c'est assez fréquent, on a des personnages avec quelques qualités évidentes, mais pas vraiment de défauts, c'est plus facile pour pouvoir s'identifier à eux. Et lorsqu'ils ont des défauts, en fait, c'est toujours pas vraiment des défauts. C'est juste qu'ils avaient peur, qu'ils étaient tristes, ou qu'ils se sont trompés par manque de connaissances, mais ils n'avaient pas de mauvaises intentions. C'est très commun, et je n'attendais pas de prise de risque sur ces éléments de la part de ce manga. On notera aussi la présence de 3 personnages assez clichés des récits où le personnage principal est un enfant. On a le personnage du père, qui est un peu dépassé par les événements et le génie de son gosse, avec ces petites scènes qu'on a déjà vues 20 fois, où il s'énerve après avoir été désinhibé par 1 ou 2 bières, pour finir par reconnaître que c'est sa propre faiblesse, et qu'il a peur d'être un mauvais père, ou que son gamin ne le respecte pas parce que c'est juste un paysan. On a le personnage du prof, de l'érudit, de l'homme de science du village. Il n'est pas très sociable, peut-être qu'il fume ou qu'il boit, parce que c'est bien de lui donner un bon défaut d'adulte. Il a certainement des origines un peu spéciales qui nous seront révélées plus tard dans l'histoire pour justifier le fait qu'il a un côté un peu sombre et que toutes ses connaissances qui sont complètement étrangères à celles du village. Il est bourru, mais il aura un rôle de mentor pour le gamin. Et enfin, on a le personnage un peu plus intelligent que la moyenne qui va soutenir et favoriser, voire financer le gamin dans ses projets, souvent le marchand du village. Ici, ce rôle est tenu par la femme du maire. Donc on est sur une formule de récit qui pour l'instant ne révolutionne rien. Je ne vous cache pas que pour l'instant, plus que accroché par la force de l'histoire, je suis surtout très curieux de savoir comment et quelle civilisation H va développer dans la suite du récit. Sur les 4 premiers tomes, on ne voit que le village et ses alentours proches. Et pourtant, on n'a pas du tout l'impression de tourner en rond. Cela se lit très facilement et le dessin est très soigné. Le tome 5 nous amène dans de nouveaux environnements, mais
Personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. J'attends beaucoup du tome 6 pour voir du tome 6 à venir, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on vient tout juste de sortir de l'introduction de notre histoire. Tous les personnages sont esthétiquement uniques, on n'a pas du tout l'impression d'avoir 20 fois la même tête avec uniquement la coupe de cheveux pour les différencier. Quasiment tous les dessins ont un décor et un véritable champ de profondeur, l'exception étant en cas de gros plans sur un visage et ou lorsqu'il faut mettre en avant l'expression d'une émotion. On a beaucoup d'enfants, quelques adolescents et beaucoup d'adultes. Dans ces dessins, il n'y a aucun souci de proportion et j'insiste sur ce point qui est très important à mes yeux. Il n'y a pas de jambes plus courtes l'une que l'autre, de doigts tordus ou absents, d'enfants proportionnés comme des adultes. On a très souvent des visages en coupe de 3/4, là où une majorité des dessinateurs n'auraient fait que des visages de profil. J'insiste sur ce point. Il y a des visages en coupe de 3/4 et je trouve que c'est vraiment beau. Nous aurons d'autres occasions de voir des dessins, des auteurs où ils ont systématiquement fait le choix de faire des plans en coupe de profil, là où on aurait pu avoir un peu plus justement de mettre un peu de relief au visage des gens. Et ben on se retrouve vraiment avec quelque chose de très calqué 2D. J'aurai le temps de m'énerver là-dessus sur d'autres mangas. Et du coup, je ne m'énerve pas. Au contraire, je salue le travail de dessin qui a été fait sur ce manga. Amakawa Mizumi est l'autrice de l'œuvre originale, un light novel titré Fushi no Kami Henkiyo Kara Hajimeru Bunmei Seiseki, avec pour titre alternatif Phoenix Revives from Ash. Donc je vais me contenter du titre alternatif pour la suite. Un light novel. Donc, un light novel, c'est un roman court qui peut parfois avoir quelques illustrations, généralement rédigées dans un style d'écriture simple et contemporain, mais c'est assez variable d'un auteur à l'autre. Longtemps considéré comme étant inférieur à la littérature dite classique, celle des grands auteurs, le light novel est petit à petit apprécié et respecté à sa juste valeur. Surtout dû au fait que les jeunes générations lisent et achètent majoritairement ce type de livres, plutôt que les livres qu'on leur a forcé à étudier en cours de littérature. Le succès économique sur la durée de ce format très spécifique ne peut pas être ignoré, bien entendu. Et aussi parce que les années passant, les critiques et journalistes des anciennes générations partent au fur et à mesure à la retraite pour se faire remplacer par des voix plus jeunes avec des influences et des éducations un peu moins vieillottes. Voilà, je nuance le propos. On sait tous qu'on a des critiques et des journalistes qui peuvent se montrer particulièrement obséquieux et aussi d'autres journalistes qui sont, malgré leur âge avancé, des gens très ouverts d'esprit et qui ne veulent qu'une seule chose, c'est que la culture rayonne, quel que soit le support. Le light novel, de par son format de livre court, permet une édition en format serial assez facile. C'est pourquoi c'est un système qui se marie assez bien avec son adaptation en format manga. Amakawa Mizumi a commencé Phoenix Revives from Ash en 2019, et il y a eu 5 livres pour l'instant, et l'histoire n'est pas terminée. Alors, en moyenne, une adaptation manga aura besoin de 3 à 4 livres pour adapter un seul tome de light novel, suivant la forme que va prendre le récit. Sachant qu'une adaptation en manga est souvent l'occasion pour un auteur de light novel pour changer certains éléments vis-à-vis de l'œuvre originale. Dans le cas présent, le light novel est entièrement raconté à la première personne du point de vue de Ash, le personnage principal, alors que le manga nous offre un point de vue plus large, un peu plus omniscient à la troisième personne. Ça reste très focus sur Ash, mais quand tout d'un coup on a besoin de savoir ce qui se passe dans une autre maison, dans un autre lieu d'événement où Ash est absent, le manga va le faire. Alors, Phoenix Revives from Ash est a priori le premier light novel publié par Amakawa Mizumi, ce qui expliquerait en partie son souci de prendre autant son temps, de tout bien raconter, comme elle l'avait imaginé en concevant son récit. Là où justement, des auteurs plus expérimentés peuvent avoir tendance à user, voire abuser, des sauts dans le temps, parce qu'ils se sont déjà attardés sur ce genre de détails dans leurs œuvres passées. Ils veulent arriver plus rapidement dans le nœud principal de leur récit. Là, c'est vrai que, en 5 tomes, on est encore loin du nœud principal de notre récit. Ou bien, en fait, le titre est un petit peu, mensonger, parce que, finalement, peut-être que notre fameuse civilisation, ça va occuper l'objectif du dernier ou des 2 derniers tomes, sur une série de 15-20 livres. Finalement, en fait, tout le reste n'aura rien à voir, on verra. Okuma Mai a défini le design
des personnages. Elle est surtout connue pour être une doujinka, c'est-à-dire une autrice et une dessinatrice de doujinshi, donc de livres et de mangas dits amateurs. Bon, en gros, ça veut dire que même si cela peut être une source de revenus, il ne s'agit pas là de sa principale source de revenus et que c'est plus considéré comme un hobby. Je le mets entre guillemets parce que en fait, il y a effectivement un côté un petit peu, on prend de haut les artistes qui ne sont pas officiellement édités, donc voilà. Donc voilà. Même si le dit hobby, en l'occurrence, peut prendre beaucoup par exemple, une majorité du temps actif de Okuma Mai. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire avoir défini le design des personnages? Pourquoi on aurait besoin d'une troisième personne pour ça? Le dessinateur, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire lui-même le design des personnages? Bon, la réponse est toute simple. Lorsque vous voyez sur la couverture d'un manga 3 personnes différentes avec les mentions, voilà. Ici, donc avec les mentions, où est-ce que je suis? Voilà. Dessin, scénario, caractère, design. Eh bien, c'est pratiquement sûr à 100%. C'est pratiquement sûr à 100% que le manga est l'adaptation d'un light novel ou l'adaptation d'un visual novel. Nous parlerons une autre fois des visual novels parce que c'est tout un sujet. Je vous ai dit plus tôt que les light novels étaient agrémentés de petites illustrations, souvent au début du chapitre, sur la couverture du livre ou au paragraphe très important du récit. Ce que ça veut dire, c'est que dans le light novel original, Phoenix Revives from Ash, c'est Okuma Mai qui a réalisé les illustrations. D'un point de vue propriété intellectuelle et droits éditoriaux, l'adaptation en manga est considérée comme étant la production d'un produit complémentaire au light novel. On effectue donc la continuité esthétique du light novel. Parfois, le caractère designer est juste crédité sur la couverture par obligation contractuelle. Parfois, il peut prendre part de manière active au dessin du manga en réalisant la couverture et ou des dessins d'interchapitres. Vous trouverez un exemple très récent dans le manga How to Make Delicious Coffee, où ça se passe comme ça. Yoruno Kuroki est donc le dessinateur et l'adaptateur du light novel en manga. Il s'agit là de sa première œuvre publiée. Je n'ai pas trouvé s'il avait déjà eu un manga court ou quelques chapitres d'une œuvre personnelle prépubliée dans un magazine. J'aurais tendance à penser qu'il a été l'assistant d'un mangaka pendant un certain nombre d'années, et que lorsqu'il a souhaité se lancer à son compte, il n'a pas réussi à écrire une histoire qui le satisfasse lui ou sa maison d'édition, et qu'on lui a proposé de travailler sur cette adaptation. Pourquoi je dis ça? Parce que son dessin est nickel. Pour moi, il sort pas par hasard il n'a pas été découvert par hasard dans le milieu du manga. C'est forcément quelqu'un, de mon point de vue, qui a déjà bossé sur des mangas auparavant en tant qu'assistant et qui a vu comment ça fonctionnait, le découpage des pages, etc., etc. Son dessin est nickel, comme j'ai dit plus tôt. Je n'ai rien à redire, que ce soit sur la composition des plans, la lisibilité des mouvements, la présentation des scènes dramatiques ou d'action ou de bonheur. Je ne me suis jamais dit, tiens, ici ça fait artificiel, ou ici l'axe du plan il paraît pas bon. Là, c'est pareil. Enfin, voilà. Là, j'ai vraiment aucune critique négative à faire. Le dessin est super. Bien sûr qu'il y a des dessinateurs qui font du meilleur boulot que lui, ou bien sûr, mais dans les faits, par rapport à ce qu'il a souhaité faire, on peut pas lui dire, mec, il faut mettre plus de feuilles à cet arbre, là, il n'y a pas assez de détails ou quoi que ce soit. Pas grave s'il y a peu de détails, que la chemise est blanche ou blanc crème, vous voyez ce que je veux dire. Pas besoin d'avoir des plis de chemise partout. C'est très bien. Son dessin, il est vraiment très bien. En tant que shonen, je pense que c'est un manga qui est très accessible et je le conseillerais volontiers à un public masculin ou féminin, jeune, même de moins de 10 ans. C'est tout à fait lisible. C'est pas le cas de tous les shonen. Personnellement, le meilleur shonen de la décennie, qui est pour moi My Hero Academia, je le conseillerais pas à un lecteur qui a moins de 13 ans. En conclusion, Ash le bâtisseur de civilisation est un manga de plutôt bonne qualité, dont la force est le courage et l'optimisme de son personnage principal. Cela permet au lecteur de ne jamais se sentir oppressé malgré les conditions de vie a priori dramatiques dans le village de nos personnages. Ce récit n'est pas conçu pour nous saper le moral, bien au contraire, le travail et les bonnes actions y sont récompensés sans pour autant être mièvre ou même gnangnan. Par contre, si vous recherchez spécifiquement le style isekai, je ne pense pas qu'il soit un bon représentant du genre. Alors, dans ma bibliothèque, il est résumé et noté ainsi. Personnage intéressant, dessin très bon, 10% drame, 40% slice of life médiéval, 50% apprentissage et connaissances, et création, et construction. 14 sur 20. Je suis bien conscient que mon regard est biaisé. S'il n'y avait pas eu ce 50% apprentissage, connaissances, création et construction, j'aurais plutôt mis 13 sur 20. Parce que je trouve que le récit, là, il prend vraiment trop son temps. Donc,
H le bâtisseur de civilisation, 5 tomes en France pour l'instant, disponible aux éditions Komiku. Cette série est toujours en cours de production au Japon. C'est un shonen que j'ai apprécié et dont je vous recommande la lecture si vous aimez ce style. Je vous remercie pour votre attention, je ne pense pas avoir plus de choses à dire pour vous présenter, sinon je me mettrai à spoiler des événements du manga. Au revoir.